Très rapidement, en premier lieu, je vais me présenter. Je suis Clément Agère, je suis Product Manager de la partie CMS et DAM chez Jaya, donc qui est un CMS Enterprise, et ça fait 25 ans à peu près que je suis dans le monde du CMS et du DAM et du DMS. Et je suis accompagné aujourd'hui par Charles de Contrast. Bonjour à tous, donc je suis Charles Blondel, designer numérique depuis un temps certain et au sein du groupe Contrast depuis 10 ans. Donc mon job, c'est la conception des interfaces utilisateurs avec une expertise en UX, expérience utilisateur, ergonomie et en accessibilité. Merci Charles. Très rapidement, qui est Jaya, parce que certaines personnes qui sont inscrites à ce webinaire ne nous connaissent pas. Nous sommes un CMS Enterprise, c'est-à-dire que un logiciel qui vous permet de gérer vos sites web. Donc notre spécificité, en dehors du fait qu'on existe depuis plus de 20 ans et que nous soyons encore indépendants, c'est qu'on est spécialisé en tout ce qui est multimarque, multilingue, les sites multilingues et la gestion de multisites aussi. On a des clients comme le Parlement européen qui ont des dizaines de sites web sur leur plateforme. On travaille avec la région Wallonie également, des grandes marques internationales comme Marriott. Donc voilà, ça nous donne une certaine expertise et une certaine légitimité sur le sujet. Okay. Alors, je présente moi le groupe Contrast qui est actif depuis 31 ans dans le conseil et la consultance, la transformation digitale, l'infra et le cloud, ainsi que le développement de solutions ERP. Nos marchés principaux, c'est la banque et l'assurance, la presse et les médias, le secteur public et les services publics, et puis de grands comptes aussi en France et à l'international. Très rapidement, ce webinaire, il va être en 3 parties. Une première partie pour rappeler quand même ce qu'est l'accessibilité numérique. C'est important de bien définir le cadre dans lequel on opère. Une deuxième partie qui va être sur l'aspect juridique, les obligations, les contraintes, ce qui s'impose à vous, à vos entreprises, vos organisations gouvernementales, non gouvernementales, etc. Et puis une troisième partie, plus pratique, axée sur la démarche pour se mettre en accessibilité. Alors malheureusement, le sujet de l'accessibilité est extrêmement compliqué, extrêmement touffu, et donc en un webinaire de moins d'1 heure, on ne pourra pas aborder tous les sujets, mais on aura une session de questions-réponses à la fin. Et nos collègues préparent également un guide pratique de mise en accessibilité dont vous aurez le lien ultérieurement qui vous sera envoyé avec, je pense, le replay du webinaire. Donc voilà, désolé si on ne va pas aussi profondément et aussi loin que ce que vous l'attendez. Ça va dépendre de votre niveau aussi aujourd'hui. On va faire le maximum. Et donc voilà, on va commencer par cette première partie, de bien redéfinir ce qu'est l'accessibilité numérique. Et on a choisi de mettre en exergue 2 citations qui sont importantes et qui sont complémentaires. L'accessibilité numérique, telle que définie par le gouvernement français, toujours très rigide, c'est le fait de rendre les services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap. C'est une définition qui est réelle, qui est pas mauvaise, mais qui est un peu restrictive, trop restrictive. En face, on a une citation qui est plus intéressante, une définition qui est plus intéressante, c'est celle du Tim Berners-Lee, qui est la personne qui a inventé le World Wide Web, et qui, lui, considère que c'est le fait de mettre tous les individus, quel que soit leur niveau d'équipement matériel, logiciel, quelles que soient leurs aptitudes physiques ou mentales, leur permettre d'accéder au web et aux services numériques qu'on leur met à disposition. Et donc, on est sur une vision beaucoup plus inclusive, beaucoup plus large, bien évidemment, et fondamentalement plus intéressante, même si les deux versions, les 2 définitions sont importantes et se complètent. Je vais laisser la main à Charles parce que c'est vraiment sa grande spécialité, les interfaces accessibles. Donc, je te laisse la main quelque temps, Charles. Merci Clément. Alors effectivement, si l'accessibilité concerne certainement tout le monde, elle est avant tout un problème spécifique aux personnes porteuses de handicap. Et le nombre de personnes concernées est souvent très sous-estimé. Eurostat estime que ça équivaut à 1 personne sur 4, soit 101 millions de personnes dans l'Union européenne. Il faut également se rendre compte que 80% des handicaps sont invisibles et que si on inclut les accidents et les situations de handicap temporaires, on parle alors d'1 personne sur 3 qui, au cours de sa vie, sera affectée pendant au moins 6 mois par un trouble quotidien.
Puis les services digitaux, ils sont en essor continu, la population, elle, vieillit, donc la problématique devient de plus en plus large. Alors quand on parle de handicap, on parle de 4 grands types. Les troubles moteurs, les maladies neuromusculaires, lésions cérébrales, accidents, malformations, qui donnent des difficultés à effectuer certains gestes. Les troubles cognitifs, mais aussi intellectuels ou psychiques, troubles du langage, dyslexie, troubles de la mémoire, de l'attention, du comportement, c'est évidemment très vaste. Il y a les troubles visuels, la cécité, malvoyance, amblyopie, donc les différences marquées entre les deux yeux, les dyschromatopsies, donc tous les problèmes liés à la perception des couleurs, le plus connu c'est le daltonisme, et la dégénérescence liée à l'âge. On a ensuite la 4e famille, ce sont les troubles auditifs, surdité et malentendance. Alors les personnes concernées ont des besoins spécifiques et des moyens d'accès au numérique qui sont tout à fait particuliers. Juste quelques exemples. On voit ici en haut à gauche un mouthpad, mouth pas mouse. On le devine plus qu'on ne le voit, une sorte de trackball ou souris placée dans la bouche et activée par la langue. En dessous, vous voyez une licorne, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une tige fixée sur un casque pour interagir avec des claviers ou des écrans tactiles. Au centre, vous voyez en dessous d'un clavier une tablette braille pour afficher et permettre la lecture du texte en braille. Et aussi certaines tablettes permettent la saisie en texte braille. Et puis à droite, un simple clavier pour vous rappeler ou vous apprendre que la navigation au clavier, donc en mode séquentiel avec tabulation, flèche et touche Enter, ça constitue un peu la base de l'interaction avec les technologies d'assistance les plus courantes, lecteur d'écran, logiciel de reconnaissance vocale, etc. Alors, vous avez sans doute entendu parler de WCAG, c'est-à-dire les Web Content Accessibility Guidelines, qui sont un ensemble de recommandations et de critères techniques élaborés par le W3C. Théo a mis la définition dans le chat, donc le World Wide Web Consortium, dont l'objet, c'est de rendre le contenu web plus accessible aux personnes handicapées. Donc, c'est vraiment la base technique et qui repose sur 4 principes. Un contenu doit être perceptible, c'est-à-dire que tous les utilisateurs doivent pouvoir percevoir le contenu, qu'il s'agisse de texte, d'images, de sons ou de vidéos. Alors, quelques exemples, juste des exemples, il y en a énormément. Donc, les images, c'est très connu, les images doivent comporter une alternative textuelle. Cette alternative, elle a pour but de décrire l'image et la destination du lien si l'image est cliquable. Les vidéos, quant à elles, doivent être sous-titrées et on évitera le sous-titrage automatique, en tout cas tant qu'il n'est pas plus performant. Enfin, les contrastes doivent être suffisants et ça se mesure de façon très précise. Alors, deuxième point, deuxième grand principe, c'est l'utilisabilité. On dit qu'un contenu doit être utilisable ou opérable, c'est-à-dire l'interface doit être utilisable par tous, quels que soient les moyens qu'ils utilisent, souris, clavier, écran tactile. Donc, quelques exemples ici de ce grand principe. Donc, toutes les fonctionnalités doivent être accessibles au clavier. On voit ici le focus qui se marque lorsqu'un élément est sélectionné avec le clavier. Les zones cliquables doivent être suffisamment larges. Ou encore, il faut prévoir des délais suffisants pour les actions. Alors, troisième grand principe, compréhensible. Les informations, l'utilisation de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il faut privilégier un langage simple, la forme active ici plutôt que passive. Il faut que les messages d'erreur soient clairs et donnent aussi une information utile sur la façon de corriger l'erreur. Ensuite, les actions, elles sont prévisibles, elles doivent être prévisibles, leurs conséquences doivent être énoncées avec clarté. Enfin, le dernier des grands principes de l'accessibilité selon les WCAG, c'est la robustesse. Un contenu doit être compatible avec les différentes technologies, les navigateurs, les lecteurs d'écran, etc. Et elle doit évoluer avec le temps. Quelques exemples de cela. La séparation entre contenu et présentation, c'est évidemment un critère de qualité aussi en termes d'adaptivité, de performance, de maintenance, de SEO. L'ajout, c'est très spécifique à l'accessibilité
à l'accessibilité, c'est l'ajout des attributs ARIA qui veut dire Accessible Rich Internet Applications. Ce sont des attributs HTML qui viennent enrichir la sémantique des éléments d'une page web pour les technologies d'assistance précisément. Enfin, on peut mentionner, c'est très important, que garantir la robustesse passe aussi par des tests d'accessibilité réguliers avec différents outils et différents navigateurs. Alors, je passe la main à Clément. Je suis passé déjà sur son slide. Merci Charles. Alors, on va entamer cette deuxième partie et notamment regarder, balayer quelles sont vos obligations légales, parce que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes inscrit à ce webinaire certainement. Le cadre légal évolue beaucoup, il est touffu. Et de manière générale, quand on est actif en Europe, le cadre juridique global, c'est l'European Accessibility Act qui date de 2019. Donc, il y a eu 5 ans pour qu'il soit transposé dans les différentes législations nationales. Et c'est bien toute la problématique. Chaque pays finalement a transposé, donc a adapté cet acte européen un petit peu à sa sauce. Et on va voir malheureusement qu'il y a des différences d'un pays à l'autre qui sont non négligeables. En France, c'est fondamentalement, on a une loi qui est là depuis 2005, qui a été amendée au fur et à mesure avec notamment avec l'European Accessibility Act, mais c'est une loi qui est unique sur tout le territoire au moins. En Belgique, puisqu'on va se concentrer sur ces 2 pays-là, on mentionne les autres juste au passage pour que vous le sachiez. Il y a une loi fédérale qui date de 2018 et puis il y a eu des compléments qui ont été apportés. Le problème de la Belgique, de par son organisation institutionnelle, c'est que on va avoir des obligations qui peuvent être différentes en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie. Chaque niveau de la strate est capable d'ajouter ses propres critères. Donc dans tous les cas. Et puis, donc, chaque pays européen peut avoir lui-même ses propres transpositions. La seule chose à faire, si vous voulez vous en sortir, c'est de regarder, comparer vos obligations légales, et de prendre le plus haut niveau auquel vous êtes soumis. Donc, si votre site web s'adresse à la France, à la Belgique et à l'Allemagne, vous allez regarder sur quel territoire vous avez le plus haut niveau d'obligation. Et vous vous calez sur celui-là. Il ne faut pas aller faire des micro-adaptations pour un site français, pour un site belge, pour un site allemand. Vous ne vous en tirerez pas, c'est totalement impossible en termes de volume de travail pour la mise en œuvre. Pour récapituler vos risques de manière très très rapide, on a 2 grands régimes de sanctions qui sont différents entre la France, mais également l'Allemagne, le Canada, l'Italie, qui sont sous un régime d'amende. Donc en France, par exemple, vous risquez 50 000 € d'amende par site qui est non conforme, donc qui ne respecte pas les obligations d'accessibilité. Et cette amende-là, suivant la gravité, suivant le niveau où vous en êtes, elle est répétable tous les 6 mois ou tous les 12 mois. Par ailleurs, vous risquez 20 000 € d'amende par site qui ne contient pas une déclaration d'accessibilité. La déclaration d'accessibilité, c'est le fait d'avoir des pages sur votre site qui disent quel est votre niveau d'accessibilité actuel suite à des tests, et pour tous les points non accessibles, quand est-ce que vous prévoyez de les résoudre, et quand est-ce que et comment est-ce qu'on peut, en attendant, contourner le problème. Typiquement, si vous avez un formulaire d'inscription qui n'est pas accessible, il faut que vous donniez une alternative, par exemple le fait de téléphoner un standard téléphonique avec un opérateur qui va pouvoir faire cette inscription pour vous, par exemple, enfin pour la personne qui ne peut pas le faire toute seule en autonomie en ligne. Alors, 50 000 € et 20 000 €, c'est pas négligeable, surtout quand on a beaucoup de sites internet. Après, sachez qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus violents. Le Canada, c'est 5 000 € par jour de retard dans la mise en accessibilité. Donc voilà, ça dépend sur quel territoire vous êtes actif, mais gardez-le en tête. La Belgique, on est sur un système qui est un système de poursuite. C'est un peu comme pour les États-Unis. Donc on ne connaît pas encore le tarif. Il y aura des jugements auprès des tribunaux, que ce soit des associations ou des personnes qui vont poursuivre des administrations et des entreprises en disant le site n'est pas accessible. Et en fait, tout le monde attend un petit peu, d'après ce que j'ai compris en Belgique, les premiers jugements pour savoir quel va être le tarif. Les États-Unis marchent sur ce principe-là comme ça depuis des années. Rien qu'en 2023, il y a eu 4600 poursuites. Les plus gros dommages et intérêts ont été de 6 millions de $. Le condamnation à 6 millions de $. Donc on est bien au-delà des 50 000 € pour le coup. On est vraiment sur des systèmes différents et très dissuasifs.
Si je dois récapituler rapidement un peu où on en est, les risques et les bénéfices aujourd'hui à se mettre ou ne pas se mettre en accessibilité. Alors bien évidemment, si vous êtes non accessible, vous avez un premier risque qui est majeur quand vous êtes une institution ou une entreprise, c'est l'image de marque négative, le bad buzz qui peut toujours arriver à n'importe quel moment sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Le deuxième point, bien évidemment, on vient de le voir, il y a des risques financiers, ou en raison des amendes ou en raison des poursuites. Et il y a un troisième risque qui est financier également, indirect. Normalement, si vous êtes délégataire de services publics, vous risquez de perdre votre délégation si vos sites ne sont pas accessibles, si vous ne remplissez pas les critères d'accessibilité. De la même manière, vous ne pouvez plus prétendre à des subventions européennes si vos sites ne sont pas accessibles. Donc, est-ce que ce sera effectivement mis en œuvre à chaque fois? Vous pouvez pas le savoir, mais ce risque-là existe et peut représenter des dizaines de millions d'euros pour certains organismes, certaines ONG, etc. Et puis, bien évidemment, il y a toujours le risque que la mise en accessibilité soit mal prise et que le projet soit mal contrôlé et qu'il y ait une dérive des coûts. De l'autre côté, il y a un énorme bénéfice en fait à se rendre accessible. Non seulement vous allez élargir votre audience, comme l'a dit Charles au début, il y a à peu près 20% de la population européenne qui, de manière plus ou moins prononcée, mais a des problèmes liés à l'accessibilité. Un deuxième point majeur que vous devez avoir en tête, c'est que vous allez améliorer considérablement votre SEO en vous rendant accessible. Parce que fondamentalement, les moteurs comme Google, la manière dont ils analysent les pages et dont ils les indexent, c'est un petit peu comme les robots qui vont aider quelqu'un de handicapé à lire une page web. Donc, plus votre site sera accessible, plus vous serez bien ranké. Donc, c'est un bénéfice induit, mais qui pèse lourd finalement et qui peut justifier aussi une partie des dépenses que vous allez être obligé de faire pour vous rendre accessible. Le troisième point, c'est que c'est un enjeu RSE, donc votre département RSE ou même votre département communication sera ravi de pouvoir profiter de l'aubaine si vous avez des sites accessibles pour le faire savoir, et c'est un motif de communication légitime et plutôt très apprécié. Il y a aussi tout l'argument commercial. Depuis plusieurs années, on vous demande, quand vous soumettez un appel d'offres ou si vous respectez bien les critères RGPD, de la même manière, le fait de dire je suis accessible, ça va vous faire gagner des points dans tous les appels d'offres, que ce soit public ou privé, puisque les obligations en fait se déroulent en cascade. Puis le tout dernier point, c'est un vrai moteur d'innovation, l'accessibilité. En fait, vous êtes obligé de revoir la manière dont on navigue sur le site, la manière dont votre site fonctionne, et de trouver des manières alternatives de faire. Alors certaines sont évidentes et certaines vous obligent à être inventif, et ça c'est bien en tant que tel. On va entamer notre troisième partie, qui est toute la démarche en fait pour aller vers l'accessibilité. Alors, démarche simplifiée, ultra simplifiée, mais c'est volontaire. S'il y a trois étapes que vous devez, trois étapes majeures que vous devez lancer, c'est en premier point, et ça vous pouvez le faire dès aujourd'hui, dès demain matin ou la semaine prochaine, mais il ne faut pas traîner. Il faut que vous lanciez des sites avec des outils. Donc, il y a des outils automatisés qui font des tests d'accessibilité qui vous donnent un ranking sur tous vos sites. Parce que n'oubliez pas que les amendes, c'est par site, pour avoir un état des lieux d'où vous en êtes. Si vraiment vous êtes à risque et faire une évaluation, potentiellement, voilà ce qu'on risque en termes d'amende. Ça va vous permettre aussi, à cette occasion-là, de regarder s'il n'y a pas des sites qui doivent être carrément fermés ou migrés, ou être l'occasion d'une grosse refonte, et de faire une priorisation en fait entre les sites à traiter, entre le petit blog qui traîne dans un coin depuis 5 ans, qui a été fait il y a longtemps, et puis votre site corporate principal. Voilà, les enjeux sont pas les mêmes, les coûts de mise en conformité sont pas les mêmes. Une fois que vous avez cette vision d'ensemble en fait du risque auquel vous êtes exposé et vous êtes conscient de où vous en êtes sur l'accessibilité, il faut lancer un audit humain. Alors, peut-être que vous avez des ressources en interne, c'est que l'accessibilité, comme je le disais, est quelque chose d'extrêmement... s'il y a des critères très techniques, très pointus, c'est pas simple du tout. Normalement, on se fait accompagner par des groupes comme Contrast, par exemple, pour aller plus en détail, puisqu'on vous donne les outils automatisés.
et puis pour établir et pour produire les déclarations d'accessibilité, parce que ça peut être fait très rapidement, et ça aussi c'est sanctionnable. Et puis une fois que cet audit humain a été fait, que vous avez un plan de charge et un calendrier en fait sur vos mises en accessibilité, calendrier qu'il faut aussi publier, c'est une obligation, vous êtes obligé d'avoir un calendrier sur 3 ans, clairement exposé de vos efforts pour vous rendre accessible. Sinon, c'est sanctionnable et il peut y avoir une amende, en tous les cas en France et dans certains autres pays européens. Le troisième point, c'est de lancer vraiment la mise en œuvre. Et là, vous avez 2 grandes approches, hein, où vous décidez de traiter les problèmes par volume, par ampleur. Voilà, on va faire d'abord les halts manquants sur les images, parce qu'il y en a 12 000 sur nos sites web, alors qu'il n'y a que 300 formulaires et c'est un peu moins grave. Ou inversement, vous allez traiter par gravité de problème. Comme je vous le disais, bon, à la rigueur, s'il manque quelques halts sur certaines images, c'est pas gravissime, il y a quelques personnes qui n'auront pas l'information. Par rapport à un formulaire sur lequel on ne peut pas agir quand on est ou malvoyant ou malentendant ou qu'on utilise un dispositif comme un robot, c'est beaucoup plus grave. Donc ça va dépendre de votre site, ça va dépendre aussi de ce que va vous dire l'audit humain et l'accompagnement. Et puis après ça, pour la phase de mise en œuvre, la troisième phase, vous avez 5 grands niveaux d'intervention. Alors, la première, bien évidemment, publier les déclarations d'accessibilité. Et attention, hein, une déclaration d'accessibilité, c'est quelque chose de très pointu, c'est précis, c'est encadré. C'est pas juste dire, bon, on a 86%, on a 82%. C'est du travail et c'est loin d'être simpliste. La deuxième chose à faire très tôt, en fait, c'est de former vos équipes. Prendre des formations, que ce soit les équipes techniques ou les équipes éditoriales. Parce que le gros du travail, malheureusement, n'est pas automatisable et va donc reposer sur la capacité de vos équipes à produire du code, du design correctement accessible ou à rentrer les informations ou à écrire du texte, etc. Donc, c'est de l'éditorial et c'est de l'humain. Bon. Le troisième point qui est pas anodin, mais qui est moins gros que la partie éditoriale fondamentalement, si les choses sont bien prises, c'est la mise à jour technique profonde. C'est-à-dire que vous allez revoir vos codes HTML, vos feuilles de style, vous allez rajouter des balises ARIA quand c'est nécessaire pour aider à l'interactivité. Hein. L'ARIA, c'est surtout sur les parties interactives, donc très formulaires, etc., de vos sites web ou de vos applications mobiles. Alors, le gros point chaud là, ça va être est-ce que votre CMS vous permet ou non de faire ces ajustements. Si vous avez un CMS type SaaS, où vous êtes totalement dépendant de ce que publie en fait l'éditeur, c'est où il vous met des trucs accessibles à disposition ou pas, mais là, il faut prier. Si vous êtes sur un CMS Enterprise comme Jaya, normalement, vous avez un contrôle total du code front, et donc vous serez moins indépendant. Le quatrième point, c'est une petite mise à jour technique de surface qui peut être faite temporairement. Je reviendrai dessus avec des outils. Et puis, le dernier point, qui est long, fastidieux et qui doit être maintenu dans le temps, c'est la mise à jour éditoriale une fois que vos équipes sont formées. Alors, je vais passer assez rapidement parce que vous aurez le document, le replay et puis le document plus tard sur les 4 enjeux clés en fait d'un CMS Enterprise et à quel point il vous aide ou il peut vous permettre de vous rendre accessible plus ou moins facilement. Alors, un disclaimer très important, aucun CMS ne vous garantit d'être accessible. Aucun sur Terre. À plus forte raison, SMS Enterprise, vous pouvez utiliser Jaya et avoir 0 en accessibilité comme score. Vous pouvez aussi atteindre un score excellent. Là, on a l'UNIL, qui est un client de Jaya depuis très 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 longtemps. Ils sont à 96% d'accessibilité et encore, ils étaient à 100% il n'y a pas longtemps. Ils ont fait une petite erreur en plus bête sur un contraste, apparemment. Donc, vraiment quelque chose qui est extrêmement facile à corriger. Il vous permet de maîtriser votre niveau d'accessibilité en vous donnant un contrôle intégral sur votre code. Il peut vous permettre de faire évoluer facilement toutes les structures de contenu, si possible avec les systèmes d'héritage pour pas revenir sur tous les éléments, mais déclarer par exemple des ensembles de structures de données qu'on va appliquer sur mes news, mes press releases, mes ci, mes ça, enfin toutes vos structures de données pour pouvoir être nettement plus, pour pouvoir accélérer la mise à disposition des éditeurs de tous les champs nécessaires qui doivent être remplis pour l'accessibilité. Et puis, idéalement, un CMS Enterprise, normalement, il vous laisse vous insérer où vous le souhaitez dans tous ces processus, que ce soit des processus de publication, de validation, etc., à l'endroit où vous le voulez pour introduire des systèmes de contrôle et de validation. Vous pouvez très bien imaginer que entre la demande de publication et la publication elle-même, il va y avoir un processus qui va venir regarder la page et si le score n'est pas conforme à ce que vous attendez,
Ça peut être 100%, ça peut être moins, c'est vous qui déterminez en fait votre niveau. Il va produire un rapport d'un côté, puis il va bloquer la publication si vous voulez pas être à risque. Ou alors vous acceptez que la publication se fasse quand même, mais il y a une alerte qui est émise. Donc voilà, ça c'est toute l'importance d'un CMS de ce type-là. Un deuxième point, alors avec beaucoup de précautions. C'est le point que j'évoquais tout à l'heure. Vous pouvez utiliser des plugins qui vont améliorer certains aspects de l'accessibilité en faisant très attention. C'est des plugins qui sont des petites surcouches qui viennent permettre de traiter des handicaps légers comme le daltonisme, donc des mauvais contrastes, des choses comme ça. Ça ne peut être qu'une solution temporaire, c'est un pis-aller. Ça ne résout pas 100% des problèmes d'accessibilité, malheureusement, impossible pour ces plugins-là. Alors, on en cite quelques-uns. Nous, on utilise SiteImprove chez Jaya parce que il est intégré dans le produit, on peut le déployer dans le produit. Il vous fait un audit SEO plus un audit d'accessibilité. Donc, il vous donne des informations, mais il ne résout pas les problèmes pour vous. Des outils comme Facility et Skynet vous disent que vous êtes sur votre accessibilité, c'est temporairement en attendant d'avoir fait ce gros effort de refactoring et retravailler, pourquoi pas, mais vous pouvez pas vous appuyer là-dessus pour un travail de long terme et pour votre accessibilité finale. Surtout pas se dire j'ai mis ça donc c'est bon, c'est fini. À côté de ça, j'ai aussi deux outils IA, mais j'aurais pu en citer bien d'autres. L'IA peut vous permettre aussi bien d'intégrer dans votre CMS. Nous, on a des exemples sur Jaya d'intégration avec Amazon Bedrock, Amazon Recognition, d'améliorer les choses quand il y a des gros volumes à traiter. Par exemple, chaque fois que vous rajoutez une image dans votre CMS, obtenir automatiquement une description de l'image. Elle sera pas parfaite, elle sera pas aussi bonne que ce qu'un humain fera, mais ça peut vous permettre de traiter en volume, si vous avez déjà plusieurs centaines ou milliers d'images sur votre site web, plutôt que de revenir sur chacune, au moins de faire une première passe et de gagner beaucoup de temps. Ensuite, il me manque un écran. Non, peut-être pas. Il faut pouvoir passer votre accessibilité à l'échelle. Par ça, on veut dire que vous pouvez pas. Si vous avez des dizaines de sites web qui sont répartis sur plein de plateformes différentes, je disais un blog ou 30 blogs qui traînent sur WordPress quelque part, du Drupal à un autre endroit, du Jaya à un autre endroit, voire des plateformes moins communes, etc., qui sont là parfois depuis des années. Les coûts de mise en conformité, donc les coûts pour revenir sur vos composants, sur le HTML, etc., vont être multipliés par autant de plateformes. Et la capacité à maintenir dans le temps va être impossible. Ou alors les budgets vont exploser, c'est impossible. Donc à un moment, il faut ramener si possible, le maximum de sites sur une seule plateforme que vous choisissez, qui est votre plateforme d'élite. Et entre chaque site, vous allez utiliser des composants qui sont partagés. Si vous créez un système de news, vous n'allez pas le recréer 4 fois parce que vous avez 4 sites. Fondamentalement, vous allez le créer une fois avec toutes les options nécessaires pour les différents sites, mais c'est ce composant-là que vous allez faire une fois, que vous allez rendre accessible une fois, que vous allez utiliser dans vos différents sites, avec peut-être un look and feel bien évidemment différent, adapté au site sur lequel vous êtes. Le dernier point sur lequel je veux insister, c'est que dans Jaya, on a des mécanismes de rendu de contenu assez nombreux et où on peut forcer le fait de rendre un contenu d'une certaine manière. Par exemple, si vous avez un méga menu, vous pouvez très bien appeler ce même menu ou une même news, quelle que soit la structure de contenu, en forçant une vue alternative et donc pas la vue principale de votre site. Dans certains cas, pour faire l'accessibilité rapide, offrir une version bis de votre site web avec des templates épurés, quelque chose de beaucoup plus simpliste, parce que vous n'avez pas le temps ou pas la force de revoir tout le HTML et tous les CSS de votre site principal, parce que c'est touchy, ça peut être une solution intéressante à envisager. Là, on voit dans l'illustration, on a un menu compliqué avec des navigations horizontales, etc., où on passe avec une vue, avec une navigation classique, verticale, séparée en catégories, qui est beaucoup plus interprétable par des robots, par exemple. Alors, la grande question, est-ce que tout ça est atteignable, l'accessibilité, Charles? Alors oui, est-ce atteignable, la mise en conformité? Le choix qui s'offre, c'est faut-il recréer un site ou peut-on faire évoluer l'existant? Ça va clairement dépendre de votre budget, de vos contraintes de temps, de la complexité de votre site actuel et de l'étendue des modifications qui seront nécessaires. Donc, un nouveau site qui est conçu comme accessible, c'est un chantier important, mais avec des gains maximaux en matière d'accessibilité. Et toute chose égale par ailleurs, ce sera moins coûteux qu'une refonte complète.
Si l'audit il est positif, c'est-à-dire qu'il remonte à un nombre limité de problèmes, on peut tranquillement envisager un chantier de mise en conformité avec opportunité donc d'une accessibilité globale, multisite, comme Clément vient de l'expliquer. Si l'audit est plutôt négatif, que les problèmes sont importants, complexes et nombreux, mais deux solutions. Soit on est sur un effort minimal et on publie la déclaration d'accessibilité à partir de là, ou on met rapidement en chantier une refonte. Je montre juste un exemple rapidement, un exemple de site récemment redesigné, Accessible by Design, c'est celui de Bruxelles Propreté. Le site, il est totalement accessible pour la partie pro. Là aussi, on n'est pas à 100% pour la section grand public, partiellement conforme à cause d'un seul élément qui est moins accessible. C'est un module de calendrier de collecte dans une iframe qui a été imposé par le client. Voilà. Mais on partait d'une situation largement plus problématique. La couleur de base des menus et de la titraille ne respectait pas du tout le contraste minimum. Les textes alternatifs étaient tous présents, mais la plupart du temps très redondants sur les pages, donc n'étaient pas informatifs. Il y avait des liens et des titres vides et masqués, d'autres astuces de développement, etc. En tant que service public, Bruxelles Propreté a souhaité un site 100% accessible et sanctionné par un audit d'AnySurfer. Donc, il y avait à la fois ce besoin d'un nouveau design pour le site, il y avait une mise à jour de la charte, leur charte graphique, et une mise en conformité, ce qui à l'avenir devrait finalement aller de soi pour tout le monde dans le cadre d'une refonte. Alors, un audit, quel investissement? Donc, la première étape, une première évaluation de la situation, on va compter entre 1 et 3 jours, ça dépend de la complexité du site. Donc, rapide calcul, 2 jours en moyenne. Ça inclut une analyse de l'ensemble des pages types, un rapport d'audit qui va lister les problèmes et les associer donc aux normes, aux critères WCAG, et évidemment des propositions, des solutions à mettre en œuvre. Et puis en conclusion de ce rapport d'audit, une évaluation de l'effort nécessaire à la remédiation aux problèmes qui sont constatés. Ensuite, nous, ce qu'on propose chez Contraste, c'est un accompagnement sur mesure. Il y a vraiment la partie sensibilisation, formation aux enjeux et principes de l'accessibilité. C'est un peu ce qu'on est en train de faire déjà ici. Donc, la meilleure connaissance des normes et des moyens de les atteindre, ça c'est bénéfique pour tous nos clients. Ensuite, il y a l'évaluation de l'accessibilité des systèmes existants, les audits, on vient d'en parler, audits rapides ou détaillés, avec ou sans intervention d'un organisme de certification comme AnySurfer. Il faut savoir qu'eux vont aller encore beaucoup plus loin. Ils vont pouvoir garantir parce qu'ils vont tester avec tous les devices un peu particuliers dont on a vu quelques exemples tout à l'heure. Eux, ils ont des personnes, ils emploient des personnes en situation de handicap qui font les tests et qui donnent des rapports extrêmement complets. Ensuite, évidemment, la partie accompagnement du client pour qu'il puisse maintenir le contenu. Et je ne veux pas oublier le principal, c'est évidemment d'intégrer les solutions techniques, de mettre en œuvre et corriger tous ces problèmes d'accessibilité. Voilà. Et je vais maintenant repasser la main à Clément pour une petite conclusion. Oui, alors, en conclusion, restons optimistes. L'accessibilité, faut quand même le voir comme une chance plutôt que comme une contrainte. Effectivement, ça peut coûter relativement cher de s'y mettre, mais en fait, avec les nouveaux clients que vous allez pouvoir toucher, avec des sites web mieux conçus, plus simples, etc., vos coûts aussi dans le temps vont diminuer. Donc, il faut le prendre de manière positive et il faut démarrer vite, parce que vous avez vu que les échéances arrivent et elles sont, vous êtes déjà sanctionnables si vous n'êtes pas accessible au niveau A du WCAG depuis le 1er janvier et ça va s'accroître. Juste une chose, que ce soit en France comme en Belgique, alors ce ne sont pas les mêmes organismes, mais que ce soit en France et en Belgique, il y a 6 organismes qui ont le droit de vous sanctionner. Ça, c'est le point 1. Ça fait beaucoup comme d'organismes qui vont vous regarder. Le deuxième point, c'est que la collecte automatique est autorisée. Ça veut dire que ces organismes peuvent faire passer des robots web et qui vont repérer automatiquement les sites non accessibles pour pouvoir plus facilement venir vous contrôler ou dresser des amendes. Donc voilà, vous y échapperez pas, mais il faut le prendre de manière positive.
Le deuxième point de la conclusion, c'est que votre CMS, c'est pas le point le plus critique de tous, mais il est très important. Et suivant le CMS que vous avez, vous irez plus ou moins vite, vous aurez les mains plus ou moins liées. Et donc, ce choix-là est pas anodin, surtout si vous devez rassembler tous vos sites sur une seule et même plateforme, parce que vous vous rendez compte que vous en avez trop dans tous les sens. Mais quoi qu'il arrive, le CMS fera pas le travail à votre place et vous aurez besoin de spécialistes pour vous accompagner. Sauf si vous avez une équipe interne spécialisée dans l'accessibilité, mais rares sont les organisations ou les entreprises qui ont ce genre de choses. En tout cas, jamais suffisamment étoffé. Le troisième point, la conclusion, c'est former vos équipes. Je ne fais que me répéter, mais c'est essentiel de commencer très très tôt, ça prend un peu de temps. Et puis surtout, juridiquement, allez voir votre département juridique et faites en sorte que l'accessibilité devienne un critère de recevabilité contractuelle. Il faut que vous soyez en mesure, sans que ce soit compliqué, de dire à un designer qui veut remettre un design non accessible, bah non, en fait, on n'accepte pas la remise des éléments parce que, et donc il faut que ce soit marqué contractuellement au moment de la commande. Si vous le faites pas, vous allez tomber dans des problématiques compliquées on se renvoie la balle, etc. Donc ça doit, c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans la manière de travailler au quotidien. Et le dernier point, documenter en permanence vos efforts. Tout ce que vous faites pour vous rendre accessible, documentez-le par écrit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la bonne foi, enfin votre bonne foi, si le travail à faire pour vous rendre accessible est colossal, ce sera quand même pris en compte, que ce soit par le régulateur qui va vous tomber dessus en France, ou que ce soit devant un tribunal. Si vous êtes capable de montrer que vous êtes en train de vous rendre accessible, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Ok, vous n'avez pas encore atteint les 100%, ça peut vous sauver la mise. Donc c'est très, très important de bien tout documenter et tout tracer. Voilà.